Alors juste pour vous présenter qui je suis d'abord, moi je ne suis pas sourceur. Je vais vous apprendre des choses, mais il y a des sourceurs qui sont bien meilleurs que moi dans cette salle. Et je ne prétends pas venir vous faire la leçon ou quoi que ce soit. Je vais vous donner mon point de vue de développeur, qui est développeur depuis 12 ans. Moi je suis lead dev chez Yago. Yago est une société qui pense que le candidat est un client. Et quand un candidat postule, c'est comme un client qui achète. Et ne pas répondre à un candidat, c'est quelque chose de très impactant pour lui. Et quand vous perdez un client, vous perdez aussi souvent son cercle d'amis. Et quand vous perdez un candidat, c'est la même chose. Vous perdez non seulement un client, mais aussi son cercle d'amis. Nous, Yago, on répond au candidat à votre place. On lui dit non, que son poste a déjà été pourvu ou qu'il n'a pas été retenu. Mais on lui dit aussi, on a d'autres postes dans la région chez ce client-là, chez Carrefour par exemple. Ce magasin ne t'a pas accepté, par contre dans l'autre il y a un poste, tu peux éventuellement postuler. Et en plus on les traite comme des clients VIP, mais vraiment comme des clients. Moi je passe assez rarement par des recruteurs. Parce que moi-même aussi, en me faisant contacter par des recruteurs, je trouve que vos arguments ne me parlent pas. Du coup j'ai beaucoup recruté par moi-même. Et j'ai recruté comme moi j'aurais aimé qu'on me recrute. Et c'est des choses qui ont marché. Donc mon point de vue, c'est pas de vous dire comment sourcer des gens, mais comment les convaincre en fonction de qui ils sont. Mon contexte n'est pas le vôtre. Vous avez un contexte différent, des attentes différentes de vos clients que moi je n'ai pas. Et j'aimerais avant qu'on commence qu'on félicite quelqu'un pour qui cette profession n'existerait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et quelqu'un qui a monté son école, c'est Laurent. Alors applaudissez Laurent pour qu'il vous entende dans quelques jours dans sa vidéo. Et bien sûr son équipe, parce qu'ils font de ce métier ce qu'il est aujourd'hui et ils gagnent de noblesse. Et c'est aussi grâce à vous. Alors depuis que je fréquente les recruteurs, je vous lance un florilège d'annonces. Parmi les pires que j'ai eues, j'en ai aussi eu beaucoup de bonnes qui sont pas là, mais c'est juste pour rigoler un peu. Celle-là, je la trouve pas mal. Celle-là, c'est quand j'ai demandé à un recruteur donc comment il allait évaluer la qualité de mon travail lors de l'entretien annuel. Et donc vous ne recevez pas beaucoup de contacts de recruteurs, mais des fois on reçoit des choses comme ça. Et celle-là, c'est la pire des trois. Est-ce que quelqu'un a une idée de savoir pourquoi? Alors il y en a trois avant, hein. Je ne l'ai pas mise, mais il y en a trois avant. C'est surtout ce que veut le client et ce que veut la personne. Exactement, on est très là-dedans. Et pour vous expliquer ça, je vais vous présenter un ami qui lui est entremetteur. Quand il a commencé dans le métier, il allait voir les femmes sur Mythique en lui disant « j'ai des clients, ils sont pas mal, est-ce que vous voulez rencontrer ?» Et mais en sous-titre, ce qu'il disait pas, mais ce qu'il sent quand même, c'est quand il a commencé, il me racontait ça. Je connais absolument pas les hommes, mais venez avec moi et je vous mettrai chez le premier que je trouverai. Et de là, il a en gros trois réactions. La plus grande, c'est avec moi, ça sera jamais ça. C'est le plus grand nombre de personnes qui lui disaient ça ou qui lui répondaient pas. Et c'est un peu la réaction des développeurs qui reçoivent ce type d'annonce. La deuxième, c'est écoute, retourne à l'école, donne-moi de vrais arguments, fais-moi rencontrer les bonnes personnes qui me plairont vraiment à moi, plutôt qu'on met des mails à tout le monde, et je serais même prête à te payer pour ça. Et les troisièmes, les femmes qui sont intéressées par l'argent. Ça existe et c'est pas grave. Mais même celles-là, elles vont chez la personne à rencontrer et fuient en courant au bout d'une semaine en disant cet homme-là ou cette femme-là, elle a tellement d'argent qu'elle pense qu'elle est au-dessus, qu'elle a aucun effort à faire d'autre par rapport à ça, en commençant par l'hygiène. Et moi, ça me plaît pas du tout et je me suis rendu compte que l'hygiène est plus important que l'argent. Et ce truc-là, c'est un peu dire aussi aux développeurs, viens chez moi et je te mettrai chez le premier client que je trouverai. Et je me fous du projet, je me fous de la mission, je me fous de ton travail. Des personnes, j'en vends à la tonne. Et c'est mon métier de faire ça. Voilà le point de vue du développeur qui reçoit cette offre. Et forcément, ça passe pas. Ou alors ça passe, mais des gens qui ne sont pas encore fait avoir.
et qui vont se faire avoir, et qui vont se faire avoir assez vite. Pour comprendre ce que veulent les développeurs et les différents types de développeurs, ce qu'il faut comprendre, c'est le cycle de vie d'un projet. Le cycle de vie d'un projet d'une startup. En bleu, vous avez les courbes des fonctionnalités à ajouter. Plus le projet va, moins on ajoute de fonctionnalités, parce que plus on passe de temps en debug, qui est le rouge. Et même à un certain moment, vous pouvez non seulement plus rien ajouter, mais vous faites de la dette technique parce que vous n'avez pas assez de capacité pour débugger l'existant. J'ai déjà vu des groupes de 10 personnes débugger full stack un projet sans rien rajouter, toute l'année. Et ça fait pas plaisir à certains développeurs qu'on essaye justement de caser là. Par contre, il y a d'autres développeurs qui adorent ça. Et c'est les arguments que vous leur donnerez qui vous permettront de les attirer. Okay. Donc un projet a plusieurs phases. La phase POC. On fait des conneries et c'est pas grave. Le but c'est de sortir très vite le projet sur le marché pour voir si le marché va répondre et fonctionner. Et de toute façon, il va y avoir tellement d'allers-retours sur le business et donc sur les fonctionnalités du projet que c'est pas la peine de trop faire de la qualité. Si ça marche et que ça tient pas la charge, c'est pas trop grave à ce moment-là. Et à partir du moment où l'entreprise a pas mal de clients, qu'elle a validé son projet, elle peut plus rajouter de clients parce que le logiciel ne peut plus tenir la charge. Et c'est là qu'il y a une refonte globale. Ok, on a validé notre business, on a validé ce que doit faire le logiciel, on a validé comment il doit le faire, donc maintenant stop, on arrête les conneries, on va faire les choses bien, et ensuite on va remettre ça en prod. Vous avez des questions par rapport à ça? C'est quoi l'acronyme de POC? POC, c'est Proof of Concept, ça veut dire est-ce que ça fait ses preuves sur le marché. On va tenter un truc, on va faire un truc vite fait et pas cher, mais qui forcément aura beaucoup de bugs et tiendra pas la charge, mais c'est pas grave, on va au moins valider que ça fonctionne sur le marché, on va valider le concept, ou on va le transformer un peu, enfin on va sentir le marché. Même dans les grandes entreprises, hein, au début ils sortent un projet qui n'a pas beaucoup de clients, donc ils ne vont pas s'embêter à faire des choses bien. Et à partir du moment où ils auront besoin d'avoir du client et du trafic sur ce truc-là, ils vont faire une refonte globale. Et ensuite, une fois que la refonte globale est passée, vous avez une période de vache à lait où on fait les choses bien, on ajoute les fonctionnalités plus tranquillement, mais de manière plus sécurisée. Et du coup, la courbe de debug monte beaucoup moins. Ça, c'est en général entre 3 à 6 ans de la durée de vie de la boîte. Et à partir d'un certain moment, on fait une autre refonte qui est une refonte graphique. Parce que les temps changent, les modes changent. Et donc on a besoin d'un autre visuel, mais pas forcément de tuyauteries différentes en back-end. Donc ça, c'est le cycle de vie. Et donc ça nous amène à différents types de missions sur ce cycle de vie. Est-ce qu'on va faire une nouvelle application en mode POC, une nouvelle application en mode pérenne, des ajouts de fonctionnalités sur existants, de la reprise d'une application, de la refonte globale, de la refonte modulaire, grossir l'équipe ou du debug. Ça, c'est ce qu'il va falloir sentir chez votre client, c'est fondamental. Pérenne, c'est on fait les choses bien parce que dès que l'application va sortir, il y aura beaucoup de monde dessus. Si la Société Générale veut faire une nouvelle application, elle a intérêt à le faire en mode pérenne. Pour faire un mode pérenne, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Par contre, on économise beaucoup les temps de debug. Voilà, qui va où? Je pense que vous pouvez prendre en photo cette slide. Parce qu'elle vous dit vraiment quels sont les types d'entreprises, quels sont leurs besoins, et quels sont les types de développeurs qu'on peut mettre dedans. Les développeurs POC font un logiciel très très vite. Les architectes font les choses vite et bien, et les débuggers sont là pour mettre des bouts de scotch un peu partout pour continuer, pour que ça tienne encore et qu'on puisse faire des choses avec. Suivant votre client et suivant ses besoins, ce sera un de ces types de développeurs qu'il va falloir attirer. Non, les SS2I financières sont un peu différentes du marché, parce qu'au final, elles ne vendent pas de la technologie. Quand vous allez au siège de Renault, même le président de Renault sait parfaitement comment fonctionne une voiture. Quand vous allez au siège d'une SS2I, il n'y a personne qui sait coder. Des fois, les commerciaux qui viennent chez moi, qui se disent technico-commercial, je leur fais passer un tout petit test de début de première année, les 2 semaines après que quelqu'un soit arrivé, de code, dans le langage qu'il veut, et forcément il ne sait pas faire. Et là je me dis, c'est pas la technologie qui vend, parce que la technologie, il ne la connaît même pas. Donc les SS2I financières sont une aberration du marché, je pense. Mais elles ont aussi leur utilité. Il faut juste savoir comment s'en servir. Donc voilà, le but de cette slide, c'est de savoir qui sont vos clients, quels sont leurs besoins, quel type de développeurs vous allez envoyer, et vous ne vous adresserez pas de la même manière pour convaincre un POC, un débugger ou un architecte. Si vous avez besoin de quelqu'un qui fait de nouvelles fonctionnalités en mode pérenne, vous avez besoin d'un architecte. Si
Si vous avez besoin de faire continuer une app en mode POC, vous avez besoin d'un débugger. Sachez qu'en France, et c'est très culturel hein, ces choses, en France on forme une majorité d'architectes, tout comme en Tunisie et tout comme au Maroc. En Russie et aux États-Unis, on forme surtout des POC. Et en Inde et aussi en Russie, on forme aussi des débuggers. Donc quand en France, vous apercevez que quelqu'un répond à vos arguments de débugger ou de POC, mettez-le dans votre carnet d'adresse et suivez ses mouvements. Vous en aurez sûrement besoin plus tard. Et ils sont assez rares en France. Un développeur POC, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui développe rapidement et lance rapidement. Les expérimentés viennent avec une valise à modules. Les juniors, ils font juste les choses rapidement. Les expérimentés, ils viennent avec leur valise à modules qu'ils ont codé déjà avant et qui peuvent assembler pour faire une application rapide. Elle ne marchera pas très bien, elle ne tiendra pas trop la charge, mais au moins ça permet de faire quelque chose de très très rapide et de lancer. Ils sont vraiment comme ça. Eux, ils aiment l'aventure. Ils aiment les nouveaux projets, ils s'ennuient assez vite. On les prend souvent pour des mercenaires, c'est assez souvent faux. C'est juste qu'ils s'ennuient assez vite, qu'ils ont besoin de nouvelles choses, qu'ils ont besoin d'aventure. Et il faut tout le temps leur donner de nouveaux projets parce qu'ils se lassent assez vite quand ils sont sur un seul projet. Ils aiment se sentir vivants, c'est comme ça qu'ils se sentent vivants. Voilà, s'ennuient rapidement. Et si vous les attirez, vous leur parlez d'aventure. Ils aiment aussi le prestige, parce qu'ils aiment aller chez les clients, ils aiment présenter leurs produits. Ils aiment aussi avoir de l'autonomie. Donc si vous dites que l'entreprise a quelques outils de prestige, une terrasse, qui peut aller chez le client, etc., ça va lui parler. Et ça va beaucoup l'intéresser. Je vais vous donner une fiche de poste que j'avais fait justement pour un POC un jour. Voilà, je lui ai mis MacGyver. MacGyver, c'est quelqu'un qui a une nouvelle mission à chaque épisode. Donc là, j'ai repris ces arguments et je l'ai mis dans l'annonce. Et du coup, ça va forcément marcher sur les types de personnes qu'on va attirer. Le but n'est pas de convaincre quelqu'un une fois qu'il est là. Le but est déjà d'attirer les bons et qu'ils soient déjà intéressés quand ils viennent vous voir. Et moi, ma méthode, c'est de faire le même message à beaucoup de personnes, mais avec une fiche de poste que j'ai vraiment travaillée. Ensuite, s'ils me répondent, moi je leur réponds ensuite et il y a un échange et peut-être une suite. Et c'est ça ma méthode. Je travaille beaucoup la fiche de poste parce que c'est quand même votre carte de visite. Et si le développeur ne peut pas se projeter dans sa mission, et c'est vraiment ça l'intérêt, c'est ça que cette slide ne montre pas, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ce projet. Est-ce que tu vas faire de l'ajout de fonctionnalités? Est-ce que tu vas faire du debug? Est-ce que les arguments en plus peuvent t'intéresser? Non, là c'est viens chez moi et je te mettrai chez les premiers que je trouverai. Pour moi, les développeurs, je les case à la tonne. Qu'est-ce que ça suffit dans un intitulé de poste de paraître... Non, c'est juste de donner quelques mots sur la mission. Voilà, dans cette mission, tu vas ajouter des fonctionnalités. Dans cette mission, tu vas reprendre une app. Dans cette mission, tu vas continuer à débugger un projet qui marche bien. On peut au moins dire une phrase ou deux sur chacun de ces postes. Ça ne coûte pas grand-chose et ça change tout. C'est vraiment moi mon argument phare. Alors sur vos clients, essayez de rechercher lequel de ces besoins il a. Par contre, si le client vous demande de chercher quelqu'un pour faire une refonte modulaire, n'y allez jamais. C'est du suicide. Les refontes modulaires n'ont jamais marché. Pour des arguments que je peux vous expliquer plus tard, mais les refontes modulaires n'ont jamais marché. C'est des clients qui disent, voilà, on voudrait refondre notre logiciel parce qu'on sent que c'est ça qu'il faut faire. Mais nos investisseurs disent, non, faites-le doucement, faites-le module par module. Fonctionnalité par fonctionnalité. Et non, ça marche jamais. Quand un client demande à grossir l'équipe, c'est un client qui ne sait pas ce qu'il veut. Et comme un client ne sait pas ce qu'il veut, il ne sera jamais content. En général, grossir l'équipe, ce qu'il demande, c'est un débugger. Mais en disant ça, il aura l'impression de se sous-évaluer, de donner une mauvaise image de lui. C'est faux. Donc, grossir l'équipe, en général, c'est un débugger. Faites-lui accoucher de ça. Et c'est peut-être même un autre besoin qu'il aura. Si ça se trouve qu'il a besoin de quelqu'un pour faire la reprise d'une app. Mais grossir l'équipe, c'est pas un argument. D'ailleurs, ça ne permet pas aux développeurs que vous avez rencontrés de pouvoir se projeter. Grossir l'équipe, oui, mais pourquoi? Faut savoir que les développeurs ont des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils n'aiment pas. Moi, je suis un architecte. On forme beaucoup d'architectes en France et les plus nombreux. Si on me propose du debug, à plus de 20%, ça ne me plaît pas du tout. Un POC, il aime bien le debug, mais il n'aime pas faire de l'architecture.
Et un débugger, il aime bien faire le débugger, éventuellement du POC, mais pas de l'architecture. Donc suivant vos besoins, donnez les bons arguments pour faire venir à vous les bons types de personnes. Alors je pose ta question pour le micro qui passe pas. Est-ce que les types de dev ne changent pas au fur et à mesure de ce cycle de projet? Si, évidemment. Un POC va se sentir très très bien dans la première phase du projet et pas du tout dans la deuxième. Il va falloir lui donner autre chose à faire. Ou le présenter à un de vos copains qui a une autre boîte et qu'on aura envie. Évidemment que les types de dev changent en fonction de l'avancement du projet. Mais en même temps, c'est sur des années. Hein. Si vous arrivez à garder un dev 12 ans, c'est que vous avez bien fait attention à lui, et il en sera très heureux. Les agences web adorent l'époque. Elles ont besoin aussi un peu de débuggers, parce que les projets qui commencent à tourner, à vieillir, ont besoin de débuggers. Si vous mettez les architectes dedans, ils vont pas aimer, et ils le sont souvent même avant de venir vous voir. Si vous leur dites je veux vous mettre dans une agence web, ils vous diront non. Mais tant mieux. C'est pas la peine de caser des gens là où ils ne peuvent pas être. Par contre, faites votre fiche de poste en essayant d'attirer les POC plutôt que les architectes. Donc on a beaucoup parlé de POC et ils sont vraiment pas très nombreux en France. Donc comme je vous dis, si vous en avez un, gardez-le. Restez en contact avec lui, il peut faire des allers-retours. Et en plus, il a souvent tendance à changer. L'architecte, lui, il développe consciencieusement et lentement. Il aime faire les choses bien pour s'économiser du debug plus tard. Comme je l'ai dit, un architecte n'aime pas le debug. Si c'est le sien, il le tolère encore, mais il fait en sorte de ne pas trop en avoir. Le but d'un architecte, au fond de lui, c'est je vais bien faire un certain nombre de projets, et ensuite on me demandera de les maintenir. Et comme moi j'économise plutôt mon énergie, je les fais bien dès le départ, et j'aurai pas beaucoup à les maintenir, et je gagnerai de la marge sur ça en fait. On me demandera de maintenir 15 projets, mais comme je les ai bien faits, ils n'auront presque pas besoin de moi. C'est ça leur vue d'esprit. Ils aiment beaucoup les projets bien gérés. C'est-à-dire si vous présentez un projet à un POC, faites en sorte que ce soit un projet bien géré, qu'il n'y a pas trop de dettes techniques, qu'il y ait un chef de projet derrière, qui connaisse bien le projet, et que ce soit son petit bébé. Faites en sorte qu'il y ait de la documentation nécessaire. Le plan de la base est très important. Et 75% des entreprises n'ont pas de plan de la base. Et d'ailleurs, c'est une spécificité du marché informatique, je ne sais pas pourquoi. L'informatique travaille des fois sans plan, sans rien, sans structure. Si je vous dis, j'ai une usine à gaz, c'est compliqué parce que c'est une usine à gaz, il y a beaucoup de choses partout. Mais j'ai pas de plan et je ne sais absolument plus comment ça marche. Vas-y, débrouille-toi. Ça ne va absolument pas attirer un architecte et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ils aiment tout ce qui est avantage un petit peu extra work. Comme je vous ai dit, il aime économiser son énergie. Donc avoir une cantine juste à côté, ça lui plaît beaucoup. Avoir une salle de sport juste à côté, ça lui plaît beaucoup. Avoir une boîte qui est pas loin ou qui accepte le télétravail, ça lui plaît beaucoup. Insister sur ces arguments-là quand ils existent. Il n'aime pas le prestige et tout ça. Non, lui, il aime juste économiser son énergie. Il aime, contrario au POC qui lui aime bien être chez le client, l'architecte, lui, il aime bien être dans la conception. On prend souvent les architectes comme des rebelles. Déjà parce qu'ils disent souvent non. Et on leur demande d'aller vite et de ne pas faire les choses comme ils aimeraient qu'elles soient. Donc pour faire les choses bien. Et quand ils n'ont pas d'influence ou d'impact sur les choses, ils se rebellent, souvent de manière bruyante. Et souvent c'est le signe qu'il va bientôt partir, que c'est déjà trop tard. Pour attirer un architecte, je vais utiliser cette image. À cette vitesse-là, seule la précision et l'anticipation vous feront arriver en vie. Ça parle beaucoup à un architecte. On essaie d'anticiper les choses avant pour qu'au moment voulu, ça se passe bien. Et j'utilise des arguments d'extra working, une documentation, télétravail, restaurant, salle de sport, etc., pressing. Ça leur parle beaucoup. Alors le POC, on n'a à peu près rien à faire. Ouais. Vous pouvez l'envoyer chez lui, il se débrouillera. Le débugger, on verra que ça l'attire déjà moins, mais c'est pas l'argument principal. L'architecte, lui, ça l'attirera pas du tout. C'est à moi, justement, d'utiliser l'argument télétravail. Ok, t'es loin de chez toi, tu fais les choses bien, vas-y, fais ça de chez toi et viens chez nous deux fois par semaine. Même en ayant toutes les infrastructures sur place, ça va pas les utiliser.
Vous pouvez lui proposer de l'aider à déménager. Comme ça, il habitera à côté du travail, il n'aura pas beaucoup à se déplacer. Mais c'est sur cet argument-là que vous pouvez vous appuyer. Après, c'est lui qui gère. Après, il faut voir s'il y a des attaches, etc. Mais j'ai connu des architectes qui ne voulaient pas y aller, et pourtant, c'était quasiment les seuls à avoir cette technologie-là. Et c'était en Suisse, justement. On les a aidés à déménager en Suisse, et ça s'est très bien passé. Un architecte est assez autonome du moment qu'il a participé à la conception. Et vous pouvez même sortir l'argument, on va travailler en entreprise au début assez régulièrement sur la conception, et après, tu auras plus de liberté sur le télétravail. Ça lui parle. Et pareil, si vous voulez l'emmener plus souvent au bureau, faites en sorte qu'il y ait une salle de sport à côté, une cantine, un magasin, que sais-je. Mais très clairement, si vous l'envoyez 2h30 de chez lui, il ne tiendra pas plus d'une semaine quand il accepte. Parce que ça, c'est vraiment, pour lui, c'est l'hygiène en entreprise. C'est un projet bien géré, avec des infrastructures autour, et pas trop loin de chez lui. Le débugger. Le débugger, lui, ses caractéristiques, c'est qu'il n'est pas impliqué dans son travail. Il fait les choses bien, mais lui, il se concentre plus sur ses activités perso et à côté. Faut savoir qu'en général, il n'a pas trop confiance en lui, il préfère être dans un groupe. L'argument derrière, c'est si lui n'y arrive pas, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui arrivera. Donc ils aiment bien être en groupe, ils aiment bien les activités de groupe, et ils ont une vision très long terme. Ils veulent être rassurés sur le long terme. Viens chez moi, il y a des logiciels qui marchent bien, on a besoin de les maintenir. Ces logiciels tournent, ils rapportent beaucoup d'argent, et tant qu'ils tourneront, ils rapporteront beaucoup d'argent, et tu auras ta place chez nous. Donc voilà, roi du scotch et de la rustine, ils débuguent rapidement parce que c'est leur métier, ils adorent faire ça. Ils ne sont pas engagés, et c'est pas la peine de mettre des plans d'engagement parce qu'ils ne le seront jamais. Ils seront bien dans votre boîte ou ils ne seront pas bien, mais ils ne seront jamais engagés. Ils ont besoin de safety, très important pour lui. Tous les plans d'intéressement, etc., ça lui parle. Tous les plans de retraite, Agir, Carco, etc., ça lui parle. Mais pas tellement pour l'argent, mais plutôt pour la récurrence. Tous les événements récurrents que vous pouvez mettre en place tous les ans, ça va leur parler. Ils ont besoin de pouvoir se projeter dans le futur dans une certaine routine. Ils ont besoin de stabilité et de safety. Pourquoi il rechercherait quelque chose sur le long terme s'il ne veut pas s'engager? Par exemple, il sera engagé sur le temps de travail, mais il sera très réticent aux heures sup, parce que lui, il investit plus sur sa vie perso. Ils disent voilà, pour mon temps de travail, j'essaie de faire les choses au mieux possible. Et puis en plus, comme c'est du debug, c'est souvent des réparations, c'est comme il peut. Si vraiment il y a une urgence, il le fera, mais il sera plutôt réticent à ça. Et vous ne pourrez jamais lui faire changer d'avis là-dessus. Ça fait partie de sa personnalité, c'est son ADN. Il aime les choses stables parce qu'il aime se projeter sur le long terme. Il est prêt à passer 8 heures avec vous et pas plus, mais il est prêt à le faire pendant des années. Et ça les rassure d'avoir une stabilité sur le long terme. C'est vraiment ça qu'ils cherchent. Ils sont prêts à avoir moins de salaire, mais avoir plus sur le long terme. Et justement, avec des logiciels vieillissants qui rapportent beaucoup d'argent, lui, c'est son truc. Tant que les logiciels marchent, moi, j'aurai ma place. Donc j'ai intérêt à me décarcasser pour que ça marche. Mais entre le travail et la vie perso, je préfère la vie perso. Je vais au travail pour le salaire. Et pas le plus possible, c'est pas son truc. Il est pas ambitieux. Les deux autres peuvent l'être ambitieux, ils le sont souvent. Surtout le POC, il est ambitieux à court terme, et l'architecte est ambitieux à long terme. Quoique, l'architecte, ça se discute quand même. Mais le débugger, il l'est pas. Il aimerait bien, justement, rester à sa place. Surtout, ne lui donnez pas de responsabilité autre que celle-là. C'est vrai que c'est très stéréotypé et qu'il y a des personnes qui sont un peu différentes. Enfin, il y a un juste milieu dans tout. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Sur ces trois types de développeurs, c'est vraiment les grandes tendances qui se... Et justement, dans vos annonces, dans votre fiche de poste, mettez les arguments qui les attirent et vous allez voir, vous allez les attirer. Au moins, ils vous répondront. Les gens en disant « Oui, pourquoi pas, t'es la première à m'avoir lancé ce genre d'arguments et moi, ça me parle. » Alors, je te réponds et on voit par la suite. Et les besoins d'une équipe peuvent changer aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être pour débugger et après, ça peut être pour lancer une nouvelle app. Oui, mais les besoins des entreprises changent aussi. Oui. Tiens, il y a un nouveau projet qui est là. Ben oui. Bon, toi, tu es en train de faire architecture, ça te plaît pas beaucoup, est-ce que tu voudrais pas aller là plutôt? Ah bah oui. Moi, si je rencontre le client et tout, évidemment. Des besoins d'entreprise qui changent, bah voilà. Là, tu étais en train de débugger ce projet, mais on a mis un architecte dessus, il est en train de tout refaire, et ça va aller beaucoup mieux par la suite.
Est-ce que tu veux pas aller plutôt dans ce projet vieillissant? Il va dire, bah, c'est vrai qu'il est vieillissant, mais quand même, il a beaucoup de clients, il rapporte pas mal d'argent. Pas forcément à moi, mais moi, j'aurai ma légitimité à long terme. Donc, tant qu'il marchera et tant qu'il y aura des clients, moi, j'aurai ma place. Voilà, c'est des arguments qu'on peut leur donner. Les besoins d'entreprise changent, et justement, c'est les occasions de remettre les gens là où ils sont le mieux. J'avais un gars, il savait pas trop s'il était POC ou architecte. Moi, je savais qu'il était POC. Et justement, le projet prenant de l'ampleur, il s'est rendu compte que non, il faisait n'importe quoi. Il était bien là avant, mais là, il n'avait plus sa place. Je lui ai dit, pourquoi, comme tu connais bien ce logiciel, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de faire du service client? Comme tu connais bien le truc, tu vas leur répondre et tu vas leur dire ce qui. En plus, tu vas faire les tickets qui sont bien, qui sont concis. Et lui, ça lui a beaucoup plus plu, parce que c'était son truc. Avoir le client au téléphone, le conseiller, etc., avoir de l'aventure, avoir des choses à gagner, lui, c'est son truc. Alors que pourtant, il était sur le projet depuis presque 3-4 ans. Mais je pense que les gens ne sont pas éternels sur des projets, même les CTO. Hein. Le métier de CTO change tous les 9 mois, et le métier de dev sur un projet change aussi tous les 2-3 ans. Le débugger, j'avais mis cette annonce. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour l'hélice? On est en pleine mer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des besoins, il y a des gens qui sont là pour ça, enfin qui aiment faire ça. Donc voilà, moi je vais parler des events annuels, je vais parler de tout ce qui était fidélisation d'employés, tout ce qui était récurrent. Et forcément, ça a beaucoup mieux marché qu'une annonce. Alors là, c'est plutôt ce que je pense sur le marché du développement et des technos, que je vais vous donner là. Quelque chose qui vous sautera plus ou moins aux yeux quand vous parlez à vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents. Voilà le PIB mondial depuis l'année 0 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit très bien que c'est pas le travail qui a fait ça, c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la courbe a commencé à monter? Exactement. Ça fait partie d'un tout en fait, c'est les machines. En 1850, il s'est passé un truc. Alors, avant 1850, et c'est tout le XVIIIe siècle, en fait, les scientifiques ont trouvé l'idée que l'énergie n'était pas multiple. Il n'y avait pas une énergie pression, une énergie chaleur, une énergie, etc. Il y avait une énergie, l'énergie était toujours la même, mais qu'elle se représentait sous différentes formes. Que vous pouvez transformer de la chaleur en pression et de la pression en mouvement, par exemple, et du mouvement en électricité. Du coup, ça a permis d'alimenter les machines. Et mine de rien, les machines bossent, les personnes ont calculé ça en moyenne mondiale. Si vous calculez tout en homme-heure, en vitesse de travail d'un homme pour une heure, les machines produisent 200 fois plus que nous, au global. Et ce qui nous permet, nous, de vivre plus longtemps, d'avoir des avantages sociaux, de faire plus d'études, de ne pas aller au champ. En tout cas, pour pas beaucoup d'entre nous, et ceux qui y sont, ils sont sur un tracteur. Mais demandez à vos arrière-grands-parents, la vie était très différente. Et d'ailleurs, même en 1850, ce qui s'est passé en 1850, c'est que l'esclavage a beaucoup baissé très rapidement. Les derniers esclaves étaient là en 1900. 1920, fermeture du dernier comptoir. Tout simplement parce qu'on a remplacé les esclaves par des pompes à eau. Et 50% de la population transportait de l'eau à cette époque. En remplaçant les esclaves par des pompes à eau, vous avez supprimé l'esclavage. Et tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous verrez autour de vous de votre naissance à votre mort, a été fabriqué et transformé par une machine. Vos vêtements, les sièges, la moquette, la salle, le bâtiment, les machines sont intervenues des milliers de fois, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et c'est cette force de travail qui nous a permis d'élever notre niveau de confort, parce que c'est le niveau de confort qu'on parle là. Ce qui s'est passé en 1850, c'est ça. Et là, vous avez qu'un petit aperçu. Donc aujourd'hui, les machines, on a eu des scientifiques, des ingénieurs qui ont créé les machines. Aujourd'hui, on a des développeurs qui créent une sorte de cerveau pour machines. Et aujourd'hui, on va avoir de plus en plus la rencontre entre les bras et les jambes de la machine et son cerveau, ce qui va créer des machines autonomes. On le voit pour les voitures, ça ne marche pas très bien, mais ça va venir.
On le voit aussi et surtout pour les drones. Si je vous parle de drones de livraison pour vous faire livrer et vos courses et votre repas le soir, vous voyez tous l'intérêt que ça peut avoir. Quand je parle de drone aussi, c'est plutôt machine autonome. On voit aussi aujourd'hui beaucoup dans l'agriculture, bon, surtout aux États-Unis, un agriculteur qui commande 20 tracteurs en même temps. Parce que les machines sont plus ou moins autonomes. Vous lui dites, vous l'amenez vers le champ, vous lui dites fais-moi ce champ, il a déjà la carte partout, il le fait tout seul. Et les machines autonomes vont encore augmenter cette courbe. Système embarqué, c'est donner à une machine qui a des bras et des jambes l'idée qu'elle puisse faire des choses par elle-même, assez simple, mais sans qu'on intervienne nous, sans qu'on la pilote. Par exemple, j'ai un ami aujourd'hui qui s'occupe de faire des drones qui font de la surveillance. Ils ont une autonomie de 30 minutes, ils roulent, mais ils roulent tout seuls. Ils reviennent, ils se rechargent, et puis l'autre part à sa place, commandé par une machine qui est dans le bâtiment. Le futur de la technologie, ça ne va pas forcément être les développeurs comme les ingénieurs. Aujourd'hui, on a besoin de moins et de plus qualifiés. Développeurs, ça va être pareil. On a besoin beaucoup pour l'instant. On a besoin de plus qualifiés et moins. Ça va être surtout tout ce qui est machine automatique, drone, réparateur de drones, commandeur de drones, développeur pour drones, développeur pour machine autonome. Ça va être ça l'avenir dans lequel vous devrez recruter des gens. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop usine, mais quand vous allez regarder aux États-Unis ou en Chine, c'est juste ahurissant. En France, on fait beaucoup du web et des systèmes de calcul. Comment évaluer un bon projet? Ça, je vous en ai parlé un petit peu. Pas trop de dette technique. Il faut un MPD, un plan de la base, un plan du système. Pas forcément quand vous y allez en entretien, mais juste de dire au candidat, oui, il y a un plan du système derrière. Ça va l'intéresser si vous recherchez un architecte. Existence d'une liste commentée des fonctionnalités et socialement et éthiquement OK. Ça, c'est un bon projet qui va tirer les développeurs, en plus des arguments que je vous ai cités avant. Et un bon développeur, qu'est-ce que c'est? Il sait coder, il est curieux, il est à l'aise avec le code, et il a une facilité naturelle à visualiser spatialement ses données. Je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse prendre conseil avec vos développeurs. La dette technique entraîne du debug. Et plus vous avez de debug, moins vous faites de fonctionnalités. Moins votre projet avance. Et quand vous en serez à 10 personnes qui débuguent tout le temps votre truc sans jamais avancer et même reculer, vous saurez que vous êtes dans la mauvaise voie, depuis trop longtemps. Parce qu'il faut un architecte dès le départ. Non, parce qu'il faut savoir aussi que le début d'un projet, on ne sait pas comment le marché va répondre. Peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on ne fera pas ça. Donc prendre un architecte dès le départ, c'est pas le bon truc, sauf si vous savez que vous aurez beaucoup de clients dès le départ. Si vous voulez faire un projet pour une grosse boîte et qui veut s'appuyer sur ce logiciel-là, à forte raison, vous avez intérêt à prendre un architecte dès le départ pour qu'il fasse les choses bien et que ça tienne la charge. Sinon, c'est pas grave. C'est normal que le début d'un projet, ce soit n'importe quoi, parce que de toute façon, les demandes vont arriver de toutes les directions, le marché ne va pas se comporter comme on voudrait. Il y aura des changements de produits dans toutes les directions et toutes les 5 minutes, et c'est pas la peine de faire les choses bien, parce qu'on va pas forcément le réutiliser plus tard. Par contre, au bout d'un moment, quand on a notre concept, au bout d'un moment, quand on sait ce que nos clients veulent, on dit ok, les coups de debug, on va arrêter, on va tout refondre, on va faire les choses bien dès le départ, et du coup, les coups de debug, ensuite, ça sera autre chose. Est-ce que vous avez un plan de la base de données? Si vous en avez un, déjà, c'est bien parti. Est-ce qu'il y a un chef de projet pour coordonner le tout? Si vous en avez un, c'est bien parti. Et si en plus, de la doc, pas mal de doc sur le truc, et une liste des fonctionnalités, alors on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas trop de dette technique, mais en tout cas, c'est très très bien parti pour qu'il n'y en ait pas. Si un client vous dit non, j'ai absolument pas de plan, et on a beaucoup de legacy, et d'ailleurs, il n'y a personne de chez nous qui sait comment ça marche, vous pouvez être certain que la dette technique, elle est bien au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure. La question que vous pouvez poser, par exemple, c'est, elle est très technique, hein. Combien dans votre table vous avez d'entités? Si j'essaye de résumer ça, imaginons un projet de location de place de parking. Avec quel concept va jouer ce système? Il va jouer avec une place de parking, il va jouer avec des clients, il va jouer avec un bâtiment, il va jouer avec un propriétaire de bâtiment, avec une facture, une réservation, etc. Donc ça, c'est les entités qu'on a. Et plus on a d'entités, plus le système est complexe.
Donc là, je vous ai déjà dit un projet simple, on a 5-6 entités, et si on rajoute les tables de liaison, on serait plutôt à 10. Si un client vous dit, on a un projet simple, et on a pourtant 700 tables, donc 700 entités, il est certain que plus personne ne sait comment ça marche. Et quand il vous dit en plus, j'ai pas de plan, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de techniques. Les banques ont un système assez complexe et en général 400 tables, donc 400 entités dans leur système. Mais je peux vous assurer que leur plan, ils l'ont étudié beaucoup. Et c'est pas grave qu'il y ait autant de difficultés, parce que tout le monde sait comment ça marche. Et il y a des techniques, il y en a beaucoup moins. Il y a des raisons d'avoir un plan compliqué avec beaucoup d'entités. Mais si c'est sur un projet simple, si vous dépassez à peu près 70 entités, il faut vraiment qu'il y ait une raison pour qu'il y en ait autant. S'il ne peut pas vous donner la raison, c'est qu'il y a beaucoup de techniques. Et que même les choses ont été développées 2-3 fois et que même le chef de projet n'est pas au courant des fonctionnalités que contient son projet. Donc là, c'est très mal parti. Quand un candidat vient vous voir, vous faites un test technique avec lui pour savoir si lui, il est curieux quand vous lui apprenez des choses. Et quand vous lui demandez de jongler justement avec plusieurs entités, est-ce qu'il est capable de les visualiser spatialement? Si c'est un exercice que vous arrivez à faire, très bien. Mais sinon, demandez à un de vos devs. Et un bon dev expérimenté sait comment gérer les clients aussi. Être compliant avec les demandes qui sont simples à réaliser, mais sur ce qu'il ne sait pas faire, être très ferme en disant non, ça je ne pourrais pas le faire, ou en tout cas pas, à moins d'avoir ces conditions et ces conditions. Un petit topo sur la période d'essai. Le monde change. Les périodes d'essai aussi. En France, on est encore très période d'essai en disant je te prends pendant 6 mois, mais je tiens beaucoup par la suite que cette période d'essai réussisse pour qu'on continue dans le long terme. Et si la période d'essai n'est pas concluante, c'est un drame pour tout le monde. Il faut dédramatiser ces périodes d'essai et le monde change. Avec Sébastien, on a une relation qui est différente. Lui, il est caméraman, il me filme pendant une soirée. Si ça se passe bien, j'aurai peut-être d'autres besoins à l'avenir et je le rappellerai. Les entreprises vont changer vers ce modèle-là. Faisons un projet ensemble. Et de toute façon, on le finira, parce qu'il y a de très grandes chances qu'on le finisse. Mais la question, c'est de savoir comment on le finira. Est-ce qu'on le finira bien ou est-ce qu'on le finira mal? Et la réponse, c'est si on le finit mal, on aura tous les deux gagné un projet. Toi, tu auras gagné de l'argent et moi, j'aurai gagné mon projet. Et je n'irai pas bosser avec toi parce qu'on n'est pas fait pour bosser ensemble. C'est ça l'avenir des périodes d'essai aujourd'hui. Construisons quelque chose ensemble, et une fois qu'on l'aura construit, on verra. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, un POC est très bon en freelance, dans la mesure où il crée des projets, assez vite. On peut très bien être freelance et architecte. C'est ce que j'ai fait pendant un temps, en disant ok, tu me demandes un besoin, et je sais que tu vas revenir par la suite, donc je vais le faire bien. Et quand tu me demanderas d'autres choses qui sont importantes pour toi, bah moi je pourrais les faire assez vite, parce que j'ai bien fait ma chose dès le départ et que j'ai pas de maintenance à faire. En tout cas pas beaucoup. Donc je vais te facturer ta demande en plus à un prix correct, mais moi ça ne me demandera pas de temps et pas d'énergie, ou quasi. Et c'est comme ça qu'un architecte voit les choses. Donc freelance pour un architecte, oui, il faut savoir comment faire les choses. Si c'est passé d'une mission à une autre, prenez un POC. Il sera très bien là-dedans. Et voilà.